Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui donc je suis avec Jérémy Anso que vous connaissez peut-être puisqu'en fait du coup c'est la personne qui est derrière le site Dur à avaler, donc qui a un super bon site sur la nutrition, voilà, pas mal de sujets au sujet donc autour de la santé. On va en reparler en détail. Salut Jérémy. Salut Wilfried. Tu vas bien? Ouais, ça va super et toi, ça va? Cab, ouais. Alors d'ailleurs, il y a un petit décalage en fait parce que du coup toi tu habites en Nouvelle-Calédonie. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Il y a quand même 10-11 heures de décalage horaire, quoi. Donc, ceux qui nous écoutent, il y a un petit décalage d'une ou deux secondes, donc vous inquiétez pas, c'est normal, c'est pas que Jérémy met du temps à répondre, c'est que les signaux mettent un peu de temps à voyager. Mais ça pourrait arriver que je mette du temps. Alors Jérémy, du coup, bah, pour ceux qui ne te connaissent pas très bien, est-ce que tu pourrais te présenter voilà, rapidement du coup pour que tout le monde puisse enfin savoir qui tu es? Ouais. Ouais, bah du coup, en présentation rapide, moi en ce moment j'ai 29 ans, donc je suis pas super vieux. Et point de vue formation, en fait, j'ai récemment fini une thèse, donc je suis docteur en biologie, officiellement. J'ai un master en comportement animal et humain, ça j'en parle pas trop en général. Mais voilà, sinon mes activités à côté, je suis aussi un petit peu apiculteur, je fais de la permaculture. Voilà, j'aime beaucoup faire des activités en nature et lire aussi beaucoup. Et aussi écrire. Écrire du coup, ce qui permet d'alimenter notamment un blog. Et aussi dernièrement, je te le dis parce que c'est tout récent, mais je suis le président d'une association qu'on a créée localement en Calédonie, donc Terre de Santé, pour un peu mettre toutes nos batailles en pratique sur le terrain auprès de la population et auprès des instituts publics ou privés même, hein. Génial. Du coup, vous avez un Ouais. site, vous avez un site sur le sujet, non? On mettra peut-être un. Il y a un site là, que je viens juste de mettre en ligne il y a un jour. Bon, bah écoute, on mettra le lien sous la vidéo, comme ça les gens pourront acheter un petit coup d'œil si ça les intéresse. Alors tu disais, donc c'est Carrément. c'est vrai que t'aimais bien écrire, et toi, une de tes spécialités, en fait, on va dire, sur ton site Dur à avaler, bah, c'est un petit peu tordre les idées, en fait, un peu bien pensantes du moment, ou un peu tordre les idées quand voilà, les gens écrivent des articles un petit peu sur de type bullshit, un Ouais. peu sur la nutrition, et tu vois, tu fais des grands articles en général qui démontrent bien ça. Toi, c'est un peu ton dada, quoi. Ouais, tu l'as très bien défini en fait, parce que c'est un peu comme ça que ça a commencé beaucoup mon blog. C'est-à-dire, je suis tombé sur des articles, sur des faits, des personnes, des médecins, des professionnels qui vont énoncer des choses comme étant des vérités souvent. Ils donnent des conseils. Et puis on se rend compte au final que quand on croise un peu les sources, quand on enquête sur ces personnalités-là, eh bien, ils ne transmettent pas véritablement la réalité des données scientifiques ou qu'est-ce qu'on pourrait vraiment en dire là-dessus. Donc c'est vrai que c'est un peu c'est un gros truc, c'est un peu mon cheval de bataille, ouais. Donc écrire des articles souvent très longs, et on m'a souvent déconseillé d'écrire des articles aussi longs, mais j'ai beaucoup de mal en fait à faire synthétique, tellement il faut parler quand même de tous ces sujets en détail pour qu'on soit compris et qu'on ne traite pas le sujet de manière trop, je veux dire, superficielle, quoi. Alors c'est vrai que voilà, les médecins qui parlent du lait, qui ont des conflits d'intérêts, ça j'aime beaucoup traiter de ces sujets, et aussi les statines avec les hypocholestérolémiens. Donc là, on est vraiment dans deux gros sujets où il y a beaucoup de choses qu'il faut reprendre sur le net parce que il laisse beaucoup de choses à désirer, souvent dans les articles que ces personnes-là écrivent. Ouais. Dans le domaine de la santé, en fait, il y a beaucoup de conflits d'intérêts et en général, on croise beaucoup d'articles en fait qui ben, disent pas Ouais, la vérité parce que tout simplement derrière il y a des gros sous quoi en fait, hein. Ça c'est assez classique, hein. Et complètement. c'est ça que tu disais, t'aimes bien écrire des longs articles. Moi, on m'a reproché il y a pas très longtemps de faire des vidéos un peu trop longues, mais c'est vrai que quand on est passionné par un sujet, c'est dur de faire synthétique, hein. Ben, et voilà, ouais, voilà, tu vois, t'es dans la même situation que moi. Mais en tout cas, c'est vrai que tes articles sont plutôt complets. Là-dessus, on peut pas te reprocher ça. Et quand tu démontes un Ben, article, merci. tu le fais, on va dire, dans les règles de l'art. C'est-à-dire que non seulement tu reprends point par point l'article, paragraphe par paragraphe, et en général, en bas de l'article, tu mets des références scientifiques parce que tu es un scientifique. Et voilà, au moins, voilà, Ouais. c'est argumenté, quoi. Ouais, en général, voilà, en général, mes articles sont sourcés. Après, je fais des fois des articles de vulgarisation ou qui se basent sur des anciens articles que j'ai faits ou qui peuvent être beaucoup plus documentés pour essayer un peu justement, d'être plus accessible pour le grand public. Mais souvent, quand même, il y a les références, quoi qu'il arrive, pour toutes les personnes qui veulent aller plus loin, confronter mes idées et justement créer une vraie discussion et un débat critique, quoi. Parce que tout ce que j'écris doit être critiqué, doit être évalué et n'est pas une vérité en soi, quoi. Ah, tout à fait.
Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens sur le net qui disent des vérités finalement sans dire d'où ça vient et avec des références scientifiques, au moins on est sûr, quoi. Il n'y a pas de souci, quoi. Voilà, ouais, complètement, complètement. Et tu sais, pour la petite anecdote, ça m'est déjà arrivé d'écrire un ou deux articles complètement bidons, justement pour faire dire à mes lecteurs, quand ils arrivent à la fin, je révèle que c'est un canular et leur dire, bon, bah voilà, c'est parce que ce n'est pas parce que c'est moi qui l'ai écrit que vous devez me croire. Donc vous devez toujours recouper vos sources, vérifier mes références et ne pas croire qu'une seule personne. Ce serait une erreur, je pense. Tu encourages l'esprit critique à tous les niveaux. Tout à fait, voilà, l'esprit critique, c'est exactement ça. Alors si on rentre un peu dans le vif du sujet, donc voilà, comme je disais, toi tu écris beaucoup d'articles donc, sur la nutrition. Moi c'est un petit peu aussi mon dada. Comme tu sais, moi je travaille pas mal donc, dans le domaine du paléo. J'aimerais bien avoir ton avis du coup sur le sujet parce que beaucoup de gens disent que le paléo c'est une mode, c'est quelque chose voilà, qui est arrivé un peu par les États-Unis et puis qu'au final, d'ici quelques années on en parlera plus, ce sera terminé. J'aimerais bien avoir ton avis. Alors je sais que tu as écrit des articles sur le sujet mais de façon un peu synthétique là en vidéo. J'aimerais bien ton avis sur le sujet. Qu'est-ce que tu penses du coup de l'alimentation paléo? Bah, c'est une bonne question parce que l'alimentation paléo, quand on en parle, c'est... Ah, il y a un retour d'écho, j'entends. Bon, c'est pas grave. Mais c'est pour moi personnellement, à la lumière de la production scientifique aujourd'hui, je ne recommanderais pas une diète qui n'aurait pas fait preuve d'une efficacité sur des maladies métaboliques, sur la santé, sur le poids ou sur même la santé mentale parfois. Mais la diète paléo, vraiment, si je devais être synthétique, pour moi, elle a montré déjà suffisamment de preuves qui sont vraiment intéressantes, tangibles. Vraiment, il y a des essais cliniques, il n'y en a pas beaucoup, mais il y a des essais cliniques qui ont montré que voilà, par une diète paléo, on peut améliorer des symptômes, la maladie par exemple du diabète de type 2, des maladies cardiovasculaires. Enfin, il y a vraiment, selon moi, je suis pas souvent un bon défenseur des diètes, mais quand on parle de l'alimentation paléo, là quand même, j'ai quand même des convictions qui rentrent et je me dis que ouais, là cette diète-là, pour moi, c'est pas une mode du tout. C'est pas une mode du tout parce que c'est une diète de bon sens. Souvent on en entend parler, ce mot, on parle de ça. C'est pour ça que moi j'aime beaucoup aussi ce que tu fais à travers ton site et ton blog. C'est voilà, parce que c'est vraiment dans la défense et dans la propagation d'une alimentation, selon moi, qui quand elle est bien comprise, parce qu'il faut pas faire les erreurs non plus dans l'alimentation paléo, et elle va amener quand même à une bonne satiété, à apporter tous les bons éléments, des éléments nutritifs et beaucoup d'antioxydants. Donc moi, mon avis, ce n'est que mon avis, l'alimentation paléo, c'est quelque chose qui peut être très bon, ouais, complètement. Ouais. Du coup, on rappelle, en fait, l'alimentation paléo, c'est manger principalement donc des aliments, on va dire, de type vivant, hein, donc c'est-à-dire des fruits, des légumes, le plus sain possible, donc en mode bio, qui sont, si possible, viennent de relativement proches de chez soi, si possible, donc des éléments de qualité. Donc on parle aussi un peu de viande, forcément, mais pas manger beaucoup de viande, mais manger de la bonne, manger du bon poisson, manger des oléagineux, essayer de mettre de côté les aliments qui sont réputés pour emmener des problèmes de santé comme le lait, comme le gluten, comme les aliments industriels. En fait, voilà, c'est pas plus compliqué que ça. On a mis un mot derrière parce qu'on aime bien mettre des étiquettes, mais finalement, comme tu dis, c'est du bon sens en fait. Hein. Comme je dis souvent, moi, si nos grands-parents en fait aujourd'hui auraient un nom de diète, ça peut-être la diète paléo, parce qu'en fait, dans le temps, nos grands-parents ils mangeaient de façon saine les légumes de leur jardin, les animaux de leur ferme, et c'est ni plus ni moins que ça en fait. Hein. Ouais, une alimentation de proximité aussi, tu as raison. Ouais. C'est manger moins, mais manger une qualité supérieure. Ça, en plus, c'est tout à fait dans ma philosophie de vie. Donc, il y a beaucoup de choses qui rejoignent la diète paléo dans ce que je défends. Ouais. Et souvent d'ailleurs, quand on parle du paléo, on a un peu tendance à voir les sites américains. Les sites américains sont très orientés sur la viande, donc on voit pas mal de photos avec du bacon, etc. Et moi, je suis plutôt avec Blandine aussi, avec qui je fais le site BeMove. Oui. On est plutôt sur une philosophie de manger moins de viande, mais en manger de la bonne. C'est-à-dire que pas se dire je mange de la viande tous les jours, ça c'est clair. Mais par contre, quand j'en mange, ça va être de la bonne viande qui vient d'un agriculteur qui a respecté ses animaux, qui a plutôt des animaux qui sont élevés de façon respectable et raisonnable, quoi. Ah ouais, non, c'est excellent. Et pareil pour le poisson, pareil pour tout finalement. Ok, super. Aujourd'hui, donc toi, tu parles de cheval de bataille au niveau donc des grandes tendances du moment. Est-ce qu'il y a des choses en particulier aujourd'hui sur lesquelles tu travailles, que tu es un peu énervé, qui te donne de l'énergie pour écrire des articles, on va dire? Ah oui, c'est une bonne question.
Mais je pense que ce qui me donne le plus d'énergie et de motivation pour écrire ces articles et un peu alimenter cette bataille, c'est vraiment quand je tombe sur des articles de vulgarisation massive qui sont partagés dans des grands médias qui sont souvent estampillés par des experts. Donc voilà, on a un argument d'autorité. Hein, donc ces articles-là, il y aura un crédit. Donc les gens auront tendance à croire. Et là, derrière, on se retrouve face à une désinformation caractérisée par une personne qui aura été sponsorisée, payée par, je ne sais quoi, je dis des conneries, mais par les producteurs laitiers, par l'industrie pharmaceutique, et qui vont vanter après ces produits-là, ou ces produits alimentaires, ou ces produits pharmaceutiques-là. Donc moi, quand je vois ça, c'est boum, indignation, Énerve, et hop, colère. tu prends ton clavier et c'est parti, quoi. Voilà, donc après c'est PubMed, recherche scientifique, je reviens dans ma base de données, je reprends tous les arguments un à un, je me dis ok, est-ce que là il est un peu dans le vrai, un peu dans le faux, est-ce que c'est mi-figue, mi-raisin, et bah on démonte. Mais sinon il y a un autre très gros sujet, c'est la vaccination. C'est un sujet qui est très tabou, là on sort un petit peu de la nutrition, mais voilà, on n'a pas le droit de beaucoup en discuter. Moi je suis pas du tout un anti-vax, je suis pas du tout un pro-vax. En fait j'ai la même stratégie d'analyse, c'est il faut que tout soit justifié par une bonne littérature scientifique et que ça, au final, que ça serve la santé des populations, quoi. C'est ça l'intérêt. L'intérêt, c'est que ça serve à tout le monde et qu'on ne fasse pas courir des risques aux gens. Donc ça, c'est aussi des gros chevals de bataille qu'on mène notamment là dans notre association Terre de Santé. C'est vraiment les produits pharmaceutiques en règle générale, c'est quelque chose qui me voilà quoi. Tu sais, j'ai un document sur mon ordinateur avec tous les conflits d'intérêts de tous les membres et les experts de toutes les autorités sanitaires françaises et c'est monstrueux quoi. Je pourrais en faire un livre là-dessus. C'est clair. Mais c'est vrai que la vaccination, Ah ouais, ouais. c'est un sujet un peu compliqué parce que il y a beaucoup Complètement. d'intérêt d'un point de vue déjà argent. Clairement, hein, c'est des millions Ouais, d'euros qui sont derrière. Et puis en général, ça joue aussi quelque chose de relativement intime, c'est un peu comme la nutrition, quoi. La vaccination, complètement. on en parle pour les enfants, on en parle voilà, pour les grands, et on se dit, bah, est-ce que ça va avoir des conséquences sur la santé, on sait pas trop. Ouais, c'est quelque chose d'assez intime et c'est un sujet assez compliqué. T'as raison, c'est exactement le bon mot, c'est complètement intime quoi. Quand on se rend compte, quand on a ces discussions avec des gens sur l'alimentation, bah là on touche à une sphère vraiment privée quoi. C'est ce qu'on va manger, c'est ce qu'on va mettre dans notre corps, donc là on le prend mal. Ah tu bois du lait, tu manges que de la viande, ah c'est tout de suite on sent que c'est délicat, on touche à quelque chose de très sensible quoi. Et ouais, de relativement émotionnel, on va dire en général, parce que bah, typiquement Ouais, l'alimentation, enfin on parle des vaccins, mais là, sur l'alimentation, c'est vrai que quand on parle d'alimentation, c'est par rapport à des choses qu'on mange depuis qu'on est tout petit, qui rappellent des souvenirs, ou alors des choses qu'on aime bien, parce que c'est au tout à niveau fait. du goût. Et les gens me disent, ouais, mais c'est bon. Et souvent, je dis, bah, c'est pas parce que c'est bon pour la bouche que c'est bon pour le corps, quoi. Ça Ah se oui, oui, saurait sinon. oui, oui, Donc c'est vrai que ça, bien sûr, c'est bien sûr. compliqué en fait d'apporter des arguments scientifiques sur des choses émotionnelles. Parce que du coup, derrière, en fait, les gens ne sont pas forcément prêts à recevoir ça, en fait, quoi. Tout à fait, tout à fait. Et c'est pour ça qu'heureusement qu'on a quand même la littérature scientifique qui nous permet de détacher ces deux notions que tu viens de parler, c'est détacher l'émotionnel des faits, quoi. On est souvent très lié à cet affect et les médecins, ils y sont, c'est un des exemples vraiment flagrants parce que quand ils sont confrontés à des maladies, ben, ils auront plus tendance à exacerber cette maladie, à la rendre importante parce qu'ils sont vraiment liés d'une manière affective à ça. Ils sont au contact des malades et des fois, ils prennent des décisions qui sont pas rationnelles au vu de la littérature scientifique. Souvent, c'est quelque chose que je leur reproche. Ouais, complètement. Toi, il y a un Mais autre c'est sujet. normal. Toi, il y a un autre sujet sur lequel tu es pas mal engagé aussi, et ça j'aime beaucoup parce que du coup, voilà, c'est un sujet qui me passionne aussi. C'est tout ce qui est alimentation des animaux. On parlait d'alimentation Ouais, humaine il y a quelques instants, et voilà, aujourd'hui, bah, si je prends l'exemple de la France métropolitaine, je sais plus les statistiques, mais c'est énorme, hein, les gens qui ont des chiens ou des chats. ouais, Et ouais. aujourd'hui, en fait, malheureusement, l'alimentation de base, c'est la croquette industrielle, quoi, pour Bien sûr. quasiment. Enfin, Ouais. j'ai pas de statistiques, mais je pense que C'est trois quarts des propriétaires, hein. Trois quarts. ouais, donc et la croquette C'est industrielle, énorme. voilà, c'est juste de la merde, on va dire en règle générale. Toi, tu as écrit un livre sur le sujet. Est-ce que tu peux nous en dire deux trois mots en fait pour que les gens voilà, connaissent un petit peu les problèmes qu'il y a derrière l'alimentation des animaux? Oui, du coup, bah voilà, t'as raison de le dire, c'est vraiment un sujet qui est venu un peu après dans la création du blog. C'est pas venu tout de suite, mais qui m'a véritablement passionné parce que quand on se rend compte de tous les scandales qui se passent à l'alimentation humaine et quand on passe à l'alimentation canine et féline, là on se dit, oh là on est à un degré supérieur, quoi. Parce qu'en plus on est face à des animaux, donc ils vont pas parler, ils vont pas se défendre, ils vont pas exprimer des malaises, si ce n'est de par les vétérinaires qui auront un peu du mal à faire des liens.
Et c'est vrai que de par toute cette réflexion et ces enquêtes que j'ai fait, on est sorti mon premier livre, Ce poison nommé croquette, et qui reprend un peu, de manière un peu globale, toute cette problématique. Voilà, tu disais que les croquettes, c'est de la merde, entre guillemets. Et c'est vrai qu'il y a une très grande majorité des croquettes qui se base sur une composition qui est uniquement une composition créée pour faire de la rentabilité. On se rend compte, c'est attraper des matières premières peu chères qu'on peut stocker longtemps, qui vont apporter ce qu'il faut pour pas rendre notre bête trop malade trop vite. Et au final, tous les ingrédients de qualité les plus adaptés au régime de nos animaux, les chiens et les chats, eh ben, on va les mettre de côté, quoi. Et ça, ce seront plus des aliments qu'on va retrouver dans les marques alternatives. Ouais. Juste pour illustrer un petit peu ça, si on parlait d'alimentation paléo, si on prend l'exemple du chat par exemple, je prends au hasard, le chat c'est un carnivore, un pur carnivore, Ouais. un pur carnivore. Donc on va se Ouais, dire, bien sûr. normalement il est génétiquement programmé pour manger de la viande, en théorie. Ouais. Et dans les croquettes félines, on va retrouver par exemple des céréales, on va retrouver du sucre, on va retrouver des légumes. Et là clairement en fait, en donnant ça à notre chat, on va clairement en fait le rendre malade à terme en fait. On va clairement leur... Oui, c'est exactement ce qu'on retrouve. La croquette type pour les chats, moyenne, même mauvaise en fait, c'est celle qui va contenir des céréales. Souvent, ce sont des sous-produits en plus d'origine végétale. Donc, ça va être des produits qui ne vont même pas être identifiés avec des conditions de stockage très hasardeuses. Et là, on parle de mycotoxines, de bactéries, d'allergies qui vont pouvoir vraiment dégrader la santé du chat. Et puis derrière, on va lui envoyer une quantité de glucides énorme, quoi. Énorme, alors que le chat, il n'a même pas les récepteurs dans la gueule pour détecter le goût sucré. Il n'y est même pas naturellement et physiologiquement prêt à détecter cette source-là parce qu'ils ne vivent que sur des sources protéiques et lipidiques, quoi. Et c'est la même chose pour les chiens. Les chiens et les chats n'ont pas de besoin en glucides connus. Et tu vois, c'est pour ça que c'est marrant, mais c'est la seule information qui n'apparaît jamais sur les croquettes. C'est le pourcentage de glucides. Parce que les fabricants ont le droit de ne pas le mettre. Et ils savent très bien que ces quantités-là explosent et qu'on va surcharger en fait le métabolisme et les activités enzymatiques de nos animaux, de nos carnivores. Et là, bah voilà, on a toutes les pathologies qui vont avec, hein, le diabète, l'obésité, après des maladies cardiovasculaires, même des problèmes urinaires, hein, chez les chats, beaucoup. Hein. Les chats ont beaucoup de ces problèmes. Et en plus, on est face à des produits qui sont secs. Donc ils sont physiologiquement pas adaptés. Est-ce que nous, toute notre vie, on accepterait de manger des gâteaux Je pense on aurait des problèmes d'hydratation. Là, et eux, on leur met face à vraiment une alimentation qui est pas du tout physiologique. Alors forcément, eh ben, on a des problèmes derrière. Et en général, d'ailleurs, un problème en amène un autre, parce que le vétérinaire va donner du coup des médicaments pour soigner le chat ou le chien, qui va lui-même avoir des effets secondaires, qui peut emmener d'autres problèmes, etc. Et en général, une fois que l'animal a commencé le cycle infernal du vétérinaire, c'est rarement dans le bon. Malheureusement, c'est ça. Souvent, les vétérinaires, ils ont des croquettes adaptées pour une maladie. Ils ont une autre croquette adaptée pour une autre maladie. Il n'y a quasiment aucune différence dans la composition. La super célèbre marque là, de croquettes, je ne sais pas si on peut citer les noms, mais... Oh bah allons-y, hein. De toute façon on n'est pas ça près. mais Royal Canin, par exemple, elle a une croquette exprès pour lutter contre l'anxiété des chiens. Alors, c'est un mystère, quoi. Comment est-ce qu'ils arrivent à trouver les aliments? Enfin, c'est du n'importe quoi, personnellement, mais ils jouent sur le marketing maintenant, c'est incroyable. Il y a des croquettes pour tout finalement, sauf peut-être pour la vraie santé de l'animal. Ouais, c'est une bonne conclusion. C'est un sujet qui est passionnant, et c'est quand on se penche à la nutrition, on peut dire, même si on n'a pas d'animaux, on se rend compte un peu des dérives en fait de l'industrie, quoi. Quand on voit ce qu'il y a dans une croquette, on peut se dire finalement, bah moi je suis pas concerné, j'ai pas d'animal, enfin moi, j'en ai personnellement, mais quelqu'un peut se dire, bah moi je suis pas concerné, mais finalement on va retrouver un peu les mêmes recettes pour l'humain, quoi. Quand on voit un peu la qualité des produits, quand on voit s'échapper des plats préparés, on va dire finalement dans un plat préparé, qu'est-ce qu'il y a? Va y avoir des aliments qui sont pas en général de bonne qualité, et puis l'industriel va mettre des exhausteurs de goût, justement du sucre ou du sel pour pouvoir en fait compenser la faible qualité nutritionnelle des aliments, et finalement c'est une sorte de croquette améliorée pour l'humain, quoi. C'est juste plus joli, plus gros, mais c'est les mêmes recettes en fait, quelque part, quoi. Voilà, ouais, c'est exactement ça, hein. C'est de la malbouffe, c'est de la malbouffe industrielle qui est déclinée pour les animaux. Fut un temps, on parlait pas mal des problèmes, on en parle toujours, hein. Il y a des grands sujets qui reviennent souvent, il y a le gluten, il y a le lait, il y a le sucre. Est-ce que tu penses, toi, qu'il y aura
prochainement des grandes tendances qui vont se dégager, des grands scandales qui vont arriver dans le monde de la nutrition, des choses qui aujourd'hui sont pas forcément sur le devant de la scène, mais que un jour on va se dire waouh, finalement on l'a pas vu venir ça. Alors c'est une excellente question, c'est pas évident, mais je pense que en ce moment là, moi ce que je vois qui de par un peu tous les sites et les actualités que je suis, je pense qu'il va y avoir une très grosse quand même prise de conscience sur les méthodes de production industrielle intensive, surtout des produits animaux et eux aussi des végétaux. Parce que là, je pense qu'il y a une grande tendance qui commence à sortir avec bon le bio en est une, mais il y a aussi toutes les tendances permaculturelles avec les études sont vraiment toutes récentes, la faites en France, qui montrent qu'on a un rendement qui explose et qu'on peut faire une production qui est rentable avec ces choses-là. Donc je crois qu'il va commencer à avoir une prise de conscience. Il y a certains murs et certaines barrières qui vont s'effondrer. Et il y a vraiment plus de gens qui se renseignent et qui osent voir un peu, par exemple, des vidéos un petit peu horribles de ces. Moi, je me force, tu vois, personnellement, à regarder un peu ces images choquantes pour me dire, bon, ben, je veux être acteur de ma santé, je dois choisir ce que je mange. On peut plus rester un peu dans le. Donc, je pense que c'est un peu ces barrières de l'information qui vont sauter et on va se rapprocher de produits qui vont être créés de manière plus en cycle, plus de manière linéaire, avec des déchets dont on ne sait plus quoi faire. Donc on va plus, mais ça, selon moi, ça va pas exploser de notre vivant. Enfin, là, c'est peut-être un peu pessimiste, mais il commence à y avoir tellement d'initiatives isolées que ça va créer, je pense, un phénomène une masse critique qui va peut-être réussir à inverser les choses. Moi, c'est ma conviction un peu profonde sur ce sujet, ouais. Tu as raison du coup par rapport aux images chocs, là notamment on pense à l'association L214 qui agit beaucoup dans ce sens-là en France. Ouais. Et la dernière news que j'ai lue sur le sujet, c'est qu'a priori il y a des projets pour mettre des caméras du coup dans les abattoirs, chose qu'aujourd'hui ça n'existe pas, hein. C'est un peu un huis clos complet, on ne sait pas ce qui se passe dans les abattoirs, donc après forcément on ne sait pas qui aura accès aux images, etc., mais ça peut être un premier pas au moins, quoi. Ça peut être une première. Ah ouais, non, mais c'est excellent parce que quand L214, c'est vraiment une association incroyable, hein. Ils font un travail monstrueux et quand ils dévoilent ces images dans un abattoir, tout le monde se dit, enfin pas tout le monde, mais c'est cet abattoir-là, c'est pas les autres. Et au final, on se rend compte que tous les 2-3 mois, à chaque fois, c'est un abattoir différent. Et en général, ils tapent sur les plus gros abattoirs. Donc, il y a quand même, il y a quand même un problème qui est généralisé, quoi. Il y a un manque de contrôle. Ils sont débordés, les vétérinaires qui doivent être attribués pour vérifier justement la qualité et le respect du bien-être des animaux. Et là, on est dans une dérive qui est tellement généralisée qu'au final, on préfère penser que tout le monde respecte les règles, alors que je pense que c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt l'inverse. Et c'est bien qu'il y ait des scandales qui éclatent régulièrement, ça fait prendre conscience de choses. Donc moi là-dessus, c'est clair qu'ils font un super bon taf, 214. Quoi. Moi, je suis pas végétarien, par exemple. Comme j'expliquais tout à l'heure, je suis plutôt pour une consommation intelligente de la viande, et notamment de la viande de qualité, issue d'animaux élevés avec respect, avec tout ce qu'il faut pour avoir un... c'est excellent. Mais c'est clair que je comprends aujourd'hui les gens qui veulent devenir végétariens. Je les comprends, clairement, parce qu'on vit dans un milieu où l'animal est vraiment un produit industriel, en fait, quoi. Voilà, c'est ça, c'est devenu un produit de consommation exagérée et trop courante et au dépit une qualité qui baisse pour un prix aussi qui baisse et à un moment donné il faut faire des choix pour moi le budget alimentaire doit être un des plus importants parce que c'est un des plus importants pour notre santé, pour notre environnement et aussi pour l'impact qu'on va avoir sur les animaux. Après les gens peut-être un petit peu égoïstes qui s'en foutent de l'évolution de la planète ou du bien-être des animaux, tant pis, ils évolueront plus tard, ils auront des déclics, mais c'est bien quand même de prendre conscience qu'il faut se rapprocher de produits qui enclenchent des cycles vertueux en fait. Ouais, complètement. Ok, super Jérémy. Dernière question. Voilà, toi, ta spécialité, donc c'est un petit peu cassé, on va dire, un peu les idées reçues. Alors justement, est-ce que tu aurais 3 conseils à donner à personne qui nous écoute là, tes 3 meilleurs conseils pour quelqu'un qui voudrait débuter l'alimentation saine, qui prend conscience aujourd'hui que ce qu'il mange est hyper important pour sa santé, pour son bien-être, etc. Et que finalement, il y a un petit peu tout et son contraire sur Internet, donc il est un peu perdu. Est-ce que tu aurais 3 conseils à donner pour s'en sortir dans cette jungle? Cette jungle alimentaire, ouais. Alors, je sais pas si je pourrais dire. Alors, mon premier conseil, ce serait évidemment, pour moi, c'est au moins la moitié de notre assiette
où un équilibre sur une semaine devrait être composé de végétaux, quoi. Si on peut essayer d'équilibrer, après on met des produits animaux de qualité, on met d'autres choses, mais au moins si on peut réussir à apporter tous ces végétaux, donc fruits, légumes, on va se charger en éléments protecteurs, en fibres et tout ça, et on va beaucoup compenser. Pour moi, ça va être vraiment un élément central pour rééquilibrer les assiettes de tout le monde déjà. Rééquilibrer les assiettes, rééquilibrer les problèmes de poids un petit peu, même si c'est pas la seule composante à prendre en compte. Pour moi, ce serait vraiment le premier conseil fondamental. Le deuxième, à la limite, j'ai envie d'un peu d'innover là, ce serait de lire beaucoup, quoi. Là, c'est pas un conseil spécialement sur l'alimentation, mais voilà, qu'il faut essayer pas de connaître un maximum de choses, de se renseigner sur un sujet, de croiser beaucoup d'informations et de se renseigner sur la diversité des opinions et des auteurs qui existent pour vraiment se forger un avis qui soit éclairé, qui soit autonome et qui ne soit pas le reflet en fait d'une influence, je dirais, unique. Voilà. Si quelqu'un me dit qu'il a banni tous les produits animaux, qu'il est devenu végétalien à cause de mon site et qu'il a des problèmes, je dis bon, bah c'est pas exactement le message que j'ai voulu faire passer, donc peut-être qu'il faut qu'il aille voir ailleurs pour notamment Bmove, pour voir quels peuvent être les intérêts des produits animaux, même s'ils sont défendus aussi sur mon site, il n'y a pas de problème, mais bon, c'est se renseigner. Pour moi, c'est vraiment capital. Et après, au troisième, allez, pour essayer d'être un petit peu intégratif avec tout ce qu'on vient de dire, c'est douter toujours de ce qu'une personne va dire. Donc, ça ne veut pas dire être toujours, ne jamais croire en fait ce qu'une personne va dire. Mais voilà, j'attaque beaucoup la notion et la question des conflits d'intérêts. Et souvent, on me dit, ah, mais c'est un faux problème, c'est éluder les questions de fond. Mais non, pour moi, c'est une vraie question de fond, quoi. C'est vraiment ce qui est marrant, c'est que les gens qui ont le plus de conflits d'intérêts pensent que ce sont les personnes les plus indépendantes. C'est assez paradoxal, mais ce sont les personnes qui pensent qu'elles ont le libre arbitre le plus prononcé. C'est en général comme ça qu'on voit, parce que même moi, je sais que je suis influencé par mes lectures, les personnes que je rencontre, mais j'essaye quand même de limiter les apports externes, financiers, pour conserver cette indépendance-là. Et je pense que les gens ont un intérêt aujourd'hui à vérifier les sources qui sont émises, vérifier les financements, c'est primordial, c'est présent partout, quoi. On vérifie qui finance les médecins, on vérifie qui finance les chercheurs, on vérifie qui finance les vétérinaires, et c'est pas pour rien qu'on le fait. Donc voilà, ce serait ça peut-être mes 3 conseils. En tout cas, c'est 3 super conseils, et effectivement, je suis d'accord. En particulier, je suis d'accord sur les 3, mais en particulier sur les 2 premiers, effectivement, les végétaux, c'est la base, clairement. Je suis complètement d'accord avec toi. Et puis, se documenter, ouais, pareil, on m'a interviewé il y a le week-end dernier, et c'est marrant, parce que j'ai donné les mêmes conseils que toi, en fait. J'ai dit, c'est vrai j'ai dit, bah voilà, lisez, documentez-vous, parce qu'en fait, c'est en ayant justement de la bonne alimentation de votre cerveau via donc des lectures diverses et variées, qu'à la fin, vous allez pouvoir avoir votre propre avis. Et voilà, là-dessus, je suis complètement d'accord avec toi, quoi. Ok. Eh ben super Jérémy, merci beaucoup en tout cas pour cet entretien. Tu peux rappeler du coup où est-ce qu'on peut te retrouver? Moi c'est sur mon blog Dur à avaler principalement. Après dessus il y a tous les systèmes d'abonnement gratuits à la newsletter. Bon après j'ai mon livre Ce poison nommé croquette qui est accessible directement sur le site. Bon il y a notre association mais bon elle est plus en local en Calédonie, mais si on peut réussir à avoir des soutiens mondiaux, ça sera bien, je pense, pour mener nos actions. Et puis voilà quoi, les pages Facebook et tout ça, bon c'est même pas la peine d'en parler parce qu'après on retrouve tout sur le site. En tout cas, je mettrai les liens sous la vidéo pour que les gens puissent aller voir tout ça. C'est super gentil. En tout cas, je te remercie pour cette interview qu'on a réussi à faire et pour vraiment et aussi pour ce travail que tu fais d'information, parce que je pense qu'on se le partage pas assez entre nous, les blogueurs et tout, qui ont ces personnes-là qui vraiment font un travail de recherche et de partage d'une information vulgarisée mais sérieuse. Et c'est ces personnes-là que j'apprécie beaucoup, tu en fais partie. Notamment ton dernier article sur le BARF, si tes lecteurs ils entendent ça, l'alimentation crue pour les animaux. Voilà, on sent qu'il y a vraiment un travail de fond très bien fait, très sérieux, qui rejoint absolument tout ce qu'on vient de dire dans cette interview, quoi. Donc bravo, c'est moi qui te félicite là. Merci. Et puis on fait un petit coucou aussi à Blandine avec qui je fais le site, qui n'était pas là ce matin, donc petit coucou à Blandine qui participe aussi. Bien sûr. Et écoute, merci beaucoup Jérémy en tout cas pour cette interview. À très bientôt pour de prochaines aventures et puis bonne continuation en Nouvelle-Calédonie. Merci également à toi aussi. Salut. Bye.